Toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes encore une petite trentaine dans ce webinaire au plein cœur des vacances scolaires. Donc, ça reste quand même plutôt pas mal. J'ai le plaisir d'avoir des habitués maintenant depuis quelques semaines. Donc, on va essayer de continuer à vous livrer des informations intéressantes. Je vais laisser rentrer tout le monde et on démarre dans quelques instants. Juste pour vous faire patienter avant d'afficher mon support, on a vraiment une période, ce début de 2024, qui est marquée par un nombre de nouveautés absolument ahurissantes. Euh, ces nouveautés sont d'une puissance assez folle. On va le voir ensemble, aussi bien sur le volume des datas qu'on peut mettre dans des IA génératives que sur la vitesse de réponse de ces mêmes IA. Et puis, on va voir également que, comme c'était déjà annoncé et on commençait à le ressentir sur la fin de 2023, on est rentré dans une période dans laquelle on aura vraiment des dingueries au niveau de la vidéo, au niveau de la voix, au niveau donc des avatars et aussi au niveau des fakes, du coup, parce que ça va compliquer un peu la façon de percevoir ce que l'on voit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est complètement fabriqué? Est-ce que ce sont pour des intentions positives ou au contraire pour tromper l'ennemi? On va le voir, on va le voir au fil des mois qui viennent, mais c'est une réalité que les outils vont, à un moment donné, sûrement devoir créer d'autres outils pour sécuriser les images qui vous sont proposées de façon à les valider en termes de réalité. Alors, ce sera un grand combat entre des éditeurs qui vont proposer de nouveaux outils. C'est un peu comme les antivirus des années, je ne sais pas, il faut remonter loin, 90, vous avez vraiment fleuri. Et là, des anti-fakes qui vont également être détectés par de futurs outils. Mais en tout cas, bon, tout ce qui arrive en ce moment est assez fascinant. Alors, je regarde le compteur. On n'est pas encore tout à fait à l'objectif. Allez, encore 2 minutes et je lance le diaporama. Ben, écoutez, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Servez-vous du bouton QR qui est en bas, légèrement vers la gauche de votre écran, hein, donc questions-réponses. Ça vous permettra de vous manifester, de dire un petit coucou, un petit bonjour, de donner une information, de poser une question. Hein, je vais essayer d'y être attentif pour ne pas en manquer et en tout cas vous répondre. Ce que je fais assez souvent aussi, c'est que j'essaye de synthétiser de temps en temps quand on a des échanges les résultats de ces échanges, de les remettre dans le diaporama que je vous mets souvent en fin de support. Donc, quand il y a des informations qui méritent d'être partagées et conservées, je les mettrai là. Vous avez probablement reçu ces derniers jours une mise à jour d'un vaste tableau qui récapitule tous les supports et toutes les vidéos replay des webinaires passés. Donc ça, j'en ai fait un vaste tableau que j'ai envoyé par emailing à la plupart d'entre vous, très probablement, dans la mesure où vous êtes membre du club RCA, dans la mesure où vous êtes abonné gratuit ou payant. Je pense que vous avez reçu ça. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me le demander. Toujours est-il que je fais en sorte que vous ayez toujours l'information la plus concentrée, la plus à jour et la plus fréquente, hein, puisque là, on avance un peu à la semaine. Je vous dis, il y a vraiment des informations qui sortent tous les jours en ce moment et une accélération qui est assez prodigieuse sur les performances des outils que l'on voit actuellement sortir ce début d'année 2024. Bon, je vois que le compteur s'est un peu stabilisé, donc on va être une petite vingtaine. Je vais attaquer en affichant mon écran. Voilà, c'est parti. Je pense que donc le thème, c'est des annonces à ultra haute vitesse hein, dans le monde de l'IA. Donc j'ai fait un petit visuel dans DALL-E 3 avec un hyperloop.
je ne sais pas si ça vous parle, l'Hyperloop. Ou c'était, je ne sais pas si c'est encore, si c'est tombé à la trappe ou pas, une idée du fameux Elon Musk d'avoir un train à très très haute vitesse. Donc, quand on dit haute vitesse, je crois que ça allait à plus de 1000 km/h, hein, sur des sortes de coussins d'air, enfin des trucs assez dingues au niveau technologique. Je crois qu'il devait y avoir une grande ligne qui reliait la côte est et la côte ouest des États-Unis, mais je ne sais pas si ça s'est fait pour finir. Mais c'est vrai que c'est à la hauteur de la grandeur et du génie d'Elon Musk qui est quand même assez dingue quand il lance des projets. Donc, ces annonces-là, on va en parler. Alors, je vais vous montrer un peu le programme. Donc, aujourd'hui, le rapide résumé habituel des épisodes pour que les cabinets restent dans la course, aussi bien à l'IA que la course un peu stratégique, puisque la stratégie aussi, ça, c'est à base certes d'IA et de gains de productivité, mais aussi à base de data. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui se passent et qui font que vous risquez de perdre le contrôle de la data. On va parler donc d'un mix d'outils IA, no-code, RPA, hein, donc Robotic Process Automation, hein. Donc tout ce qui est outils comme par exemple Power Automate, c'est un outil qui est livré avec Power BI pour créer des actions automatisées, je dirais à la place d'un utilisateur humain face à son clavier. On peut faire des choses à votre ordinateur par des voies totalement automatiques. Donc, on va essayer de voir aussi les usages pour le cabinet. Et d'ailleurs, on reviendra de plus en plus dans des côtés concrets et pratiques. Je vous donnerai un mode opératoire pour faire des choix en fonction des outils par rapport aux usages que vous voulez en faire. Donc, je vais à la fois essayer de vous donner des exemples d'usages et quels sont, à mon sens, les outils les plus appropriés pour ces usages. Parce que entre des IA génératives qui sont de capacités différentes, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en termes de puissance, de vitesse, etc., et d'autres outils périphériques qui font des choses pas mal aussi, c'est un peu difficile de choisir. Et puis ça change tous les jours. On a toujours l'impression qu'il y a un éditeur qui prend le leadership par rapport à un autre, et puis l'autre, il repasse devant, et ainsi de suite. Et c'est une course perpétuelle. Or, dans un cabinet, on peut pas, et d'ailleurs dans une entreprise en général, on ne peut pas changer d'outil tous les mois ou toutes les semaines. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix et essayer de faire le meilleur choix et s'y tenir pendant un certain temps. Donc, on va parler de ces outils. On va parler donc des sorties de ces nouveaux produits Gemini 1.5, Grok, qui n'est pas le Grok qui avait été lancé par Elon Musk, parce que le Grok d'Elon Musk, c'est Grok. Et là, c'est un Grok, vous allez voir, qui a des performances en termes de vitesse, je vais vous montrer tout à l'heure à l'écran, qui sont absolument complètement dingues. Il y a un outil qui s'appelle Perplexity. Il y a l'outil Sora qui a défrayé la chronique sur la création de vidéos. Je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Il y a Copilot qui est quand même dans la course. On verra ce que ça vaut. En tout cas, c'est vraiment tout ça, ça bouge énormément, ça bouge vite et les effets d'annonce sont très fréquents dans ce monde de l'IA. C'est vraiment ce que j'ai appelé la guerre des IA. Le thème du webinaire du 1er mars, donc on va essayer vraiment d'aller vers ce mix d'outils, hein, à base déjà de ce qu'il y a dans ChatGPT, donc des prompts, des plugins, DALL-E 3, GPT Vision, Data Analysis, les robots, la RPA, le no-code, différents outils. On va essayer progressivement d'avancer d'une façon de plus en plus concrète. Alors, il faut savoir que avec certains cabinets, j'ai engagé une démarche qui part de l'audit que je livre sur la plateforme Xperia. Donc, audit, une sorte de diagnostic, autodiagnostic du cabinet vis-à-vis de l'IA, de façon à me rendre compte de l'état de l'art un peu chez vous, hein, savoir ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez compris, ce que vous avez envie de faire, etc., par rapport à votre stratégie. Et je commence à créer des accompagnements spécifiques pour amener les cabinets à se servir de l'IA au profit de leurs objectifs personnels, enfin en tout cas de l'objectif personnel des dirigeants. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a des leviers d'accélération à peu près partout, hein, qu'on parle de production, qu'on parle de marketing, qu'on parle de RH, qu'on parle de toutes sortes de choses. Quand on commence un peu à cadrer son affaire
quand on commence à voir que, certes, il faut que les dirigeants se forment, mais il faut aussi que les collaborateurs se forment. Il faut aussi que peut-être un jour, vous formiez plus ou moins les clients, parce qu'un client performant rendra aussi vos collabs plus performants, qui rendront le cabinet plus performant. Donc, c'est vraiment une chaîne qu'il faut traiter du début à la fin. Donc ces accompagnements, progressivement, ça sera à base d'outils que vous avez déjà ou d'outils qu'on vous proposera d'avoir et de quel est le plan d'action, dans quel ordre je le fais, quelles sont mes priorités en termes fonctionnels, et donc quelle est la méthode qui va avec, qu'est-ce que ça coûte, etc. Et c'est avec tout ça, je me rends compte au fil de nombreuses discussions, parce que ça fait des mois quand même que je discute avec des cabinets sur le sujet, je me rends compte que les gens, il y a encore beaucoup d'experts comptables qui se disent je vois pas ce que je peux faire avec l'IA dans le cadre de mon cabinet de façon très concrète. Donc déjà, concrètement, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à percevoir exactement comment ils pourraient se servir de l'outil un petit peu à tous les niveaux dans les différentes fonctions du cabinet. Et ensuite, quand ils les ont perçus, ils se disent avec quels outils je fais ça et comment je le fais et avec quel timing, etc., etc. Et c'est tout ça qu'on commence à essayer de mettre en œuvre dans nos accompagnements progressivement parce que c'est vraiment passionnant, hein, c'est un peu la conquête de l'Ouest, hein, c'est un peu le western où on avance et puis on met des barbelés de plus en plus loin et on avance comme ça. C'est tout à fait une époque passionnante. Bon, une petite surprise aussi si vous restez jusqu'à la fin. Je vous en dis pas plus. On va avancer. Alors, je vous rappelle juste ce que j'avais dit la dernière fois. Hein, c'est l'IA qui le dit, encore une fois. Donc, c'est des demandes, des questions que j'ai posées à l'IA et le genre de réponse que j'ai à peu près dans toutes les IA génératives. Hein. On voit qu'on a toujours tous les gens qui traitent du texte et tout ça sont malheureusement au premier degré. Tous les gens qui font de la relation client, de l'assistance téléphonique et à terme du phoning sont touchés. Tous les gens donc, qui sont aussi sur le juridique, le droit, sont très touchés. Hein. Je l'avais dit, les avocats ou tous les gens dans le juridique sont beaucoup plus touchés pour l'instant que les comptables. Mais vous voyez, vous êtes quand même en cinquième position dans les secteurs qui vont être les plus impactés. Bon, c'est une controverse qui date pas d'hier, puisque de tout temps, parce que la robotisation existait même avant l'IA, donc on s'est toujours demandé si ces outils allaient faire disparaître les comptables. Et puis on se rend compte que d'une année sur l'autre, vous avez toujours autant de travail, autant de clients et autant de pistes, sinon plus, pour développer du conseil, des services, etc. Mais c'est vrai que la véritable mutation va quand même s'effectuer par rapport au type d'emploi et au type de tâches que vous avez à l'intérieur du cabinet. Hein. Et donc, c'est pas tant que les cabinets vont disparaître, c'est pas ça. C'est qu'à l'intérieur du cabinet, il y a des tâches qui vont disparaître et probablement des emplois, des profils de collaborateurs qui vont disparaître. Quand vous avez un collab très basique, assistant de tenue, si demain vous dites non, j'en fais un conseiller clientèle ou je ne sais quoi, un data analyst, bon, il ne faut pas rêver. Très souvent, les gens ne seront pas formatés pour ça. Et je dirais reformer quelqu'un qui est vraiment très très loin du sujet pour espérer un jour l'amener dans le nouveau sujet, quand il y a un gouffre culturel au milieu, très sincèrement, c'est compliqué. Hein, il faut quand même pas se le cacher. Donc, voilà, vous allez être quand même fortement impacté. Moi, ça fait quand même un an que je le répète, donc voilà. Mais je pense que si vous êtes là, vous l'avez compris. Donc, faut s'attendre à tout ça. Ensuite, ce que j'avais dit, c'est quand même que l'IA, à mon sens, a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, vous laisser dans le jeu concurrentiel, parce que moi, je le vois déjà. Et je vous l'ai dit, il y a des gens qui travaillent sur votre production avec beaucoup plus de productivité que vous. Les plus avancés sont même à plus 80, voire plus de 80% de gain de productivité. Mais je le vois quand même entre mes différentes missions. Il y a des cabinets, moi j'ai des cabinets qui ont avec des collabs, avec des portefeuilles de 150 dossiers. Et puis après, j'ai des gens à 80, 50, 30, 20. Et là, je me dis quand même, le cabinet qui a, et souvent c'est les mêmes niveaux de dossiers à peu près, hein, c'est la TPE le plus souvent. Quand je vois des collabs qui ont 20, 30 dossiers à côté de collabs qui en ont 50, 80, 100, 150, je me dis, cherchez l'erreur hein, quand même, il y a un petit problème. Et après, on le voit dans les performances du cabinet, puisque j'analyse ça depuis plus de 20 ans, et on se rend compte que non seulement le chiffre, mais surtout la marge par associé n'est pas du tout la même.
Et là, à une époque, quand j'ai commencé à analyser ça, j'avais un spectre qui allait de 1 à 8, c'est-à-dire qu'il y avait des experts comptables qui avaient une marge par associé disponible pour se rémunérer de 50 000 euros. Et on est passé à et ça allait jusque tout en haut du spectre à 400. Aujourd'hui, j'ai toujours des gens à 50, mais on va plus jusqu'à 400, on commence à dépasser 600. Ça veut dire que là, j'ai un spectre de 1 à 10, voire de 1 à 12, entre les plus modestes, on va dire, et les plus brillants. Voilà. Et donc, ce spectre, je pense qu'il va s'élargir encore et qu'on aura encore des différences plus importantes. Donc, rester dans le jeu concurrentiel, ça passe par garder la maîtrise technique de ces nouveaux outils, hein, ou en tout cas la garder, la prendre, la capter, l'infuser dans le cabinet, la faire redescendre sur les collabs, sur les clients, etc., de façon à faire des gains de productivité, à conserver ou à reconstituer ses marges, parce que là, la profession, depuis quelques années, a perdu beaucoup de marge. Hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, augmentation très forte des coûts informatiques, quasiment triplé en 10 ans, augmentation très forte des coûts RH, plus 5 tous les ans depuis quelques années, depuis 3 à 5 ans. Ça va peut-être s'arrêter quand les robots vont se propager, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir aussi réinventer la valeur client, je dirais, du futur, et probablement une valeur pour le client qui va être fabriquée par des robots, par de l'IA, en combinaison avec du no-code, de la RPA, plein de choses. Et ça va vous permettre de fabriquer du service ou du conseil pratiquement en n'y passant pas de temps, quoi. Pratiquement, hein. C'est l'objectif de Pilot Guard. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, ça peut être une compensation par rapport au fait qu'actuellement, vous avez bien du mal à faire autre chose que les missions purement récurrentes et légales. Et puis, conserver son indépendance, là aussi, j'en ai parlé. Je me souviens avoir écrit déjà en 2012 ou 2013 plusieurs livres blancs qui parlaient beaucoup de ça. Et je pense que tout ça, c'est en train d'arriver. Hein, je l'avais dit déjà, on est passé de 0% d'éditeurs, je dirais, avec des actionnaires étrangers, anglo-saxons la plupart du temps, à potentiellement quasiment près de 80%. Donc les datas, je ne sais pas où elles sont, je vous laisse imaginer. Mais surtout, à un moment donné, quand je parle d'indépendance, c'est que des outils qui sont sur des plateformes web, SaaS, qui sont de plus en plus partagés avec vos clients, le jour où vous n'êtes plus d'accord avec votre éditeur parce qu'il vous augmente lourdement les tarifs de vos abonnements, comment vous faites? Comment vous partez de ça? Est-ce qu'à un moment donné, le risque d'ubérisation qu'on a évoqué il y a déjà 5 ans ou 10 ans, tout le monde en rigolait à l'époque, bah, moi je pense que là, il ne faut plus en rigoler du tout, quoi. Il faut commencer à réfléchir. Bref, je passe sur ces aspects un peu stratégiques, mais en tout cas, l'IA peut vous redonner la main sur ces sujets-là. Alors ça, je voulais montrer simplement pour vous montrer l'évolution assez foudroyante de ChatGPT, bon, qui a été à l'origine de toute cette folie autour de l'IA, hein, en quelques mois. C'est-à-dire qu'en, allez, on va dire en moins de 2 ans, en 2 ans, on va être passé d'une version bon, un peu ludique, où on faisait déjà des trucs avec des petits prompts, c'était un petit Google un peu plus en termes de formalisation des réponses, à des choses qui vont qui vont devenir absolument canon. Hein. Et je vous dis, en plus, quand on regarde la concurrence et ce qu'elle fait, on va le voir aujourd'hui, c'est assez monstrueux. Alors, je me suis amusé, bah, d'ailleurs, c'est le résultat d'un prompt, d'une question dans ChatGPT 4 Turbo. Je lui ai demandé de me faire une petite étude, me le résumer dans un tableau comme ça, en disant, voilà, je voudrais que tu me donnes les fonctionnalités ou les outils qui pourraient, et les fonctionnalités qui pourraient rendre tel usage dans un cabinet. C'est quoi la fonction qui est traitée par le truc, quel est le degré de complexité, euh, quelle est la valeur pour le client, pour le cabinet, pardon, quelle est la valeur pour le client. Bon, les titres ne sont pas bien restitués là, dans mon tableau, mais je vous remettrai ça dans le diaporama. Et donc là, il m'a dit, ben voilà, évidemment, tout ce qui est rédaction,
Bon, là, il a parlé du juridique, contrat, rapport, mais si vous mettez à faire du marketing, du commercial et plein d'autres choses, rédiger des fiches de poste, donc de la poste, donc de la RH et tout ça, la première ligne vous concerne parfaitement. Bon, la complexité niveau 4, bon, là tout est coté de 0 à 5, on va dire de 1 à 5. Bon, complexité numéro 4, peut-être pour du juridique, je ne sais pas. Après, pour faire des fiches de poste, pour faire des emails, pour faire des posts LinkedIn, etc., je dirais que la complexité, elle est peut-être niveau 2 ou niveau 3, hein, pas plus. La valeur pour le client, ben, elle est à 4 et pour le cabinet, elle est à 4. La valeur pour le client, d'après ChatGPT, elle est à 5. Bon, ça, je vous laisserai revenir sur ces chiffres-là pour voir si ça vous convient, mais en tout cas, voilà. Ensuite, Dali, c'est l'outil de création de visuels. On peut faire des visuels, on peut faire des logos, des graphes, on peut faire beaucoup de choses. Donc, communication et marketing, clairement. Complexité, c'est un prompt, hein, c'est une phrase. Donc, franchement, complexité, elle est quand même assez faible. GPT Vision, c'est de l'analyse de documents numérisés, donc des factures d'achat, par exemple. Et je vous l'avais montré une fois, on peut scanner une facture d'achat, en faire un fichier image, on le donne à ChatGPT et GPT Vision vous sort toute la donnée qui est dans la facture, vous fait un tableau et même vous passe des écritures comptables. Hein, ça, je l'avais montré il y a plusieurs mois déjà. On pouvait fabriquer de la compta sans logiciel de compta. Bon, aujourd'hui, on dit ouais, mais enfin, c'est un peu bricole, ça marche plus ou moins, machin. Ouais, mais attendons un peu. Je pense qu'à un moment donné, je suis à peu près sûr qu'on sortira des outils de compta conventionnels du marché parce que ChatGPT ou une autre IA générative sera capable de fabriquer de la compta avec un prompt approprié. Elle fabriquera de la compta. Alors, si c'est que de la tenue, etc., je pense que oui, on va lui donner peut-être un fichier avec des correspondances de comptes clients, fournisseurs, machin. On va lui donner les règles du jeu. On va lui donner quelque chose d'assez sérieux. Et après, on lui donnera des images de pièces, d'achats, de factures, de ce que vous voulez, de relevés de banque. Et le truc va se démerder tout seul à saisir la donnée ou en tout cas l'interpréter, passer des écritures, faire des rapprochements automatiques avec la banque. Moi, je suis assez convaincu que dans peu de temps, il y aura des outils, enfin, il y aura de la compta fabriquée en dehors des outils de pure compta. Bon, c'est mon pari, mais je pense que ça viendra. Il me parle des robots GPT. Robots GPT, ça peut effectivement servir à faire du support client, donc à permettre à des clients simplement par Internet, en allant sur un site, de poser des questions, d'avoir des réponses, voire même des réponses sur leur dossier, voire d'aller quelque part sur une plateforme pour télécharger, je sais pas quoi, un bulletin de paye, un document quelconque, document juridique et tout ça, mais surtout de répondre, à condition que le robot soit nourri avec les informations qui vont bien, à répondre à toutes les questions du client. Hein, et rappelez-vous, je vous ai parlé aussi il y a quelque temps de robots collaborateurs interactifs qui seraient capables d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à téléphoner au client et mener une conversation avec. Quand on voit la vitesse foudroyante, par exemple, de Grok, dont l'IA est fondée sur des nouvelles puces électroniques d'un nouveau genre, donc beaucoup plus rapide que les autres, la conversation, elle va se faire de façon totalement fluide. Si le robot a les informations du cabinet, du client, de tous les échanges client-cabinet avec les collabs, l'expert, etc., s'il a toutes les informations dans le ventre, il va être capable de faire aussi bien, sinon mieux qu'un être humain. Bon. Après, qu'on dise que c'est un robot et qu'on prévienne le client qu'il a plus tout à fait affaire à un être humain, sans doute il faudra le faire, je dirais par rapport à l'éthique, hein, mais ça va être possible. Donc le support client informatisé, automatisé avec un robot GPT, ça va être possible et on va aller vers des choses encore plus importantes. Là, après, l'outil parle de Zapier et de Make, qui sont deux outils qui permettent de créer des automatisations et de relier souvent des outils entre eux. Hein, je vous en reparlerai, parce qu'encore une fois, je vais illustrer ça avec Pilot Guard. Ça, c'est une évidence. C'est plus ou moins facile. Avec Zapier, c'est plus facile qu'avec Make. Make niveau 3, je dirais peut-être plutôt niveau 4, voire parfois niveau 5. Ça dépend de ce qu'on veut faire. En tout cas, les valeurs pour le cabinet en termes de gain de productivité, c'est marqué à 5. Et là, je rejoins le truc totalement. C'est assez monstrueux. D'ailleurs, GPT Vision 5 aussi. C'est assez monstrueux en termes de puissance et en termes de choses qu'on peut faire. C'est vraiment étonnant. Airtable, c'est un outil no-code et Notion aussi.
Airtable est meilleur sur la data un peu structurée comme une feuille Excel ou une Google Sheet, mais Notion est meilleur sur de la gestion de doc, sur la gestion de procédures, sur la gestion des connaissances en général. Donc, alors, je ne suis pas d'accord avec le niveau de complexité là, qui était donné par le truc. Notion, c'est quand même, enfin, c'est pas très compliqué dans l'absolu, mais c'est c'est un outil tellement hybride. On peut tellement, c'est un caméléon. On peut prendre de la donnée. Elle était en tableau, on la met en ligne. Elle était en ligne, on la met en je sais pas quoi. C'est compliqué. Il faut être très structuré dans la tête quand on programme son Notion pour pas avoir un truc complètement bourbier à la fin et ne pas avoir perdu tout le monde. Donc, je ne mettrai pas un à la complexité, je mettrai plutôt 4 ou 5 là, ici. Donc là, on n'est pas forcément tout à fait d'accord. Les outils de RPA, j'ai cité, je crois tout à l'heure, Power Automate, hein, qui est un exemple d'outil de RPA. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'aide à faire Make ou Zapier. C'est qu'on peut créer de la saisie, on peut réconcilier, donc faire comment dire, des rapprochements. Mais avec les RPA, on peut en réalité tout faire, quoi. Là, on nous parle de compta dans le tableau, mais avec les RPA Make et Zapier, vous faites absolument tout ce que vous voulez et vous l'automatisez à 100%. Si demain vous voulez produire un post pour LinkedIn, en faire un tous les jours, 365 jours par an, bah, sauf les années bissextiles, euh, que vous voulez que ça soit publié automatiquement et tout ça, et qu'il vous fabrique des images, et qu'il vous fabrique, je sais pas quoi, un sondage, et qu'il vous fabrique un carrousel. Enfin bon, je vous passe sur les détails parce que vous n'êtes peut-être pas tous très, très branchés sur LinkedIn. Vous pourrez le faire totalement. Ça existe déjà. Il y a déjà des gens comme ça qui créent des automatisations. D'ailleurs, il y a dans quelques webinaires que j'anime, et je suis en compagnie de Mélissa, elle sait tout à fait faire ce genre de choses. Donc, à l'occasion, si vous voulez lui en parler ou me passer l'information, et puis je lui ferai passer vos coordonnées, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Après, tout ce qui est Excel, Google Sheet, etc., effectivement, dans des feuilles de tableur, on peut mettre de l'IA très facilement aujourd'hui, donc pour des aspects comptables, financiers, enfin bon, en tout cas numériques, hein, sur de la data. Et puis Power BI que j'ai mentionné en bas. Donc là, c'est un outil de tableau de bord qui peut capter les données, les traiter, fabriquer le tableau de bord, fabriquer un rapport, etc. On peut faire des choses absolument étonnantes avec de la data visualisation. Donc là, par exemple, je l'ai illustré. Donc Pilot Guard, ça se nourrit de ChatGPT 4 pour faire les commentaires, de Make pour faire des automatisations, des outils d'RPA comme Power Automate et de Power BI, mais aussi d'aspect vidéo-voix avec iGen. Voilà. Et j'ai dû oublier des petits trucs, des petites choses dans les coins parce qu'il y a des petits outils intermédiaires qui fabriquent des choses aussi dans le cheminement, dans le workflow. C'est énorme le truc. Voilà, c'est énorme. Alors, explication, bon, ça, je vous laisserai lire dans le diaporama. Je ne vais pas y repasser du temps puisque je vous ai déjà un petit peu expliqué voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, tout ça, ça vous garde la mémoire de l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ces différents outils. Hein, mais dans les semaines et les mois qui viennent, on travaillera sur des choses comme ça. Voilà. Ce que je voulais maintenant, c'est vous parler du combat des IA. Alors, le combat des IA, évidemment, tout en haut, le maître qui règne en ce moment, c'est ChatGPT. Bon, pas en version 5 encore, parce que la version 5 n'est annoncée que pour la fin de 2024. L'an dernier, il l'annonçait pour juin 2024, mais là, je pense qu'ils ont pris un peu plus de marge pour être sûr d'être à l'heure, on va dire. Mais autour, il y a toute une galaxie. J'avais commencé à vous proposer quelques noms. Je les ai un petit peu complétés. Donc, il y a des gens comme Copilot, donc Microsoft, hein, qui sont intégrés à la suite Office, notamment. Il y a des gens comme Meta, Facebook, donc Llama. Il y a Anthropic, donc Claude 2. Alors, on est à Claude 2.1, je crois. Donc, Anthropic, c'est le nom de la société qui est éditrice. Mistral, société française. Perplexité, une petite pépite que je vous montrerai tout à l'heure. Grok, alors le Grok non Musk, avec un Q à la fin, mais d'une surpuissance, enfin, d'une vitesse absolument hallucinante. Sora, je vous en ai parlé la dernière fois, qui fabrique des vidéos avec un prompt, donc vidéo quand même d'1 minute,
je vais vous en montrer une parce que là, je vais vous amener dedans. Donc les trois, la Perplexity, Grok, Sora, on va les jeter un petit œil. Je vais changer d'écran et on va aller voir ça. Et puis forcément, il y a quand même nos braves amis de Google qui essayent de rester dans le jeu parce que là, ils ont une position quasi monopolistique pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus. En tout cas, depuis longtemps. Ça leur a amené des chiffres d'affaires absolument colossaux et des rentabilités encore plus hors normes, on va dire. Là, ils essayent de bouger. Depuis 2023, ils font du buzz, ils essayent de rester dans le coup, etc. S'ils sortent Gemini 1.5 comme ils l'annoncent, qui va gérer jusqu'à 1 million, voire même 10 millions de tokens. Hein, les tokens, je vous rappelle ce que c'est une chaîne de caractères qui est un peu moins longue qu'un mot. C'est peut-être 3, 4, 5 caractères en moyenne. Donc un token, c'est ça. Donc quand vous posez une question et que vous recevez la réponse, on compte des tokens. Et d'ailleurs, les tokens servent quand vous êtes branché à l'API d'OpenAI pour ChatGPT à faire un décompte pour vous facturer. C'est un peu l'unité de compte, on va dire, et technique et financière pour facturer le service. Vous facturez le service éventuellement hors abonnement. Voilà. Donc là, on est quand même sur des choses. Donc Gemini qui annonce 1 million ou 10 millions, ça veut dire que là, vous pouvez mettre une vidéo entière d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. dans le truc. Vous pouvez mettre des textes absolument colossaux. Vous pouvez mettre peut-être même une bibliothèque entière. Enfin bon, c'est absolument des valeurs monstrueuses. Alors qu'au début de l'IA, enfin au début de l'IA publique, sur fin octobre 2022, on était limité. Chaque fois qu'on faisait un truc, il fallait compter les trucs. Vous savez, c'est un peu comme la mémoire quand on remonte en arrière en termes de disque dur ou de mémoire vive sur les PC. Il fallait être très prudent, très exigeant sur la place qu'on risquait de prendre, parce que sinon ça cassait, quoi, ça marchait pas. Donc, on va faire une petite revue de ces différents outils, hein, et je vais vous donner un peu mon avis par rapport, d'ailleurs, mon avis ou l'avis des gens qui ont fait des tests sur Internet. Et je suis allé m'alimenter un petit peu de ce que j'ai vu ces derniers jours. Alors, déjà, un petit tableau. Alors, c'est pas un tableau très récent, il date de fin 2023. Il y a des choses un peu plus récentes depuis, et surtout il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, mais qui sont peut-être pas encore rentrées dans le classement. Mais ça, c'était vers octobre-novembre 2023. C'était les 50 IA génératives les plus visitées dans le monde. D'accord? Et bien sûr, on voit ChatGPT qui est en numéro 1. Alors après, caractère AI, je vous avoue que j'ai jamais mis un pied, je sais même pas ce que c'est pour tout vous dire. Bon, il y a Bard qui a changé de nom, donc c'est Google qui devient Gemini maintenant. Il y a Perplexity en 10e place, et là j'avoue que je suis un peu étonné, mais 10e place quand même. D'ailleurs, j'avais mentionné Hugging Face la dernière fois, qui est juste au-dessus en 9e place. Et pour les amateurs d'images, au-delà de DALL-E qui est intégré dans ChatGPT, il y a Midjourney aussi qui est en 8, qui est très connu également. Et puis après, si on descend sur les choses qui nous servent le plus, on a, qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà, Eleven Labs, alors c'est de la voix, c'est les meilleurs au niveau de la voix, hein, du clonage de voix, ils sont au top du truc. Runway, ils fabriquent des films, des vidéos. Donc là, Runway, ils voient arriver Sora avec inquiétude, je pense, parce que là, Sora, c'est une tuerie. Sauf que Sora n'est pas encore disponible, donc c'est une tuerie annoncée. Bon, est-ce que ça va être une vraie tuerie et pas une intox? On ne sait pas encore. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, hein, c'est en train de bouger. Pour l'instant, ChatGPT tient sa place. Je pense qu'on va voir rentrer progressivement Copilote. On va voir rentrer peut-être Grok. Il y a d'autres choses qui vont rentrer dans le classement, très certainement. Ça ne fait que bouger. Pour l'instant, tout en haut du classement, c'est à peu près stable. Alors, j'ai capté un petit tableau que je vous montre ici, qui n'est pas complet, donc j'essaierai peut-être d'en faire un tableau un peu plus complet prochainement. C'est parmi les IA du haut du tableau, donc ChatGPT, Gemini, Midjourney. Midjourney, donc c'est l'outil de création d'images. Voilà, et ça dit ce qui est gratuit, ce qui est payant, etc. S'il y a une application mobile, s'il y a un accès web, si on peut
téléverser, donc télécharger des images dans l'outil pour travailler dessus. Versement d'images et de fichiers, bon fichier, ça peut être probablement des fichiers, je sais pas, des fichiers PDF ou doc ou autres. Création d'images, analyse d'images, confidentialité des données. Ça, c'est une caractéristique intéressante de ChatGPT dans la version 4 Turbo avec l'option Teams ou Team. Ça permet d'avoir une plateforme unifiée dans laquelle plusieurs utilisateurs du cabinet, par exemple, vont, je dirais, gérer un certain nombre de prompts et d'usages au sein de la même plateforme, ce qui donne un contrôle et qui donne, a priori, c'est la promesse d'OpenAI, une confidentialité des données. Donc, si vous êtes dans un cadre, on va dire, d'entreprise, de cabinet, vous voulez que tout le monde rentre dans ces outils-là, soit formé, mais surtout soit utilisateur, et que les datas, ça ne parte pas dans tous les sens, peut-être que la version Team de ChatGPT est une bonne option. Il faut savoir qu'elle coûte quand même 25 euros par mois et par utilisateur. Donc, en fonction de la taille de votre cabinet, ça peut commencer à faire des petites fortunes. Mais bon, à voir. En tout cas, 25 euros par mois par collaborateur, si ça lui fait gagner 40% de productivité, ce qui n'est pas du tout exclu, hein. Une fois que c'est bien implanté et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pensées, avec 25 euros, 40% d'économie, faites le calcul, mais il est vite fait quand même. Alors, je vais vous parler de Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui, une IA conversationnelle, donc générative, on va dire. Effectivement, il n'y a pas que Chat ou Bard ou Gemini, etc., les plus connus, ou Meta qui est sur le marché, mais Perplexity est pas mal rentré à partir de début 2023. Donc, agent conversationnel, vous allez voir que la façon dont vous pouvez poser les questions et surtout la façon dont vous recevez les réponses, avec une variété de choix à l'écran, est assez intéressante parce que ça vous permet d'engager la conversation, de recevoir des premières réponses et de pouvoir manipuler plusieurs boutons ou plusieurs prompts à nouveau pour aller plus loin dans votre travail. Je vais vous montrer ça. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, c'est une sorte de mix. C'est un peu à mi-chemin entre ChatGPT et Google, si vous voulez. Google, bah ça, je ne vais pas vous définir ce qu'était Google, tout le monde connaît depuis très longtemps. ChatGPT, c'est devenu carrément le prompt avec questions, réponses, etc. Ça sort du texte structuré et depuis quelques mois, ça sort aussi des petits points avec les sources. Mais c'est pas très riche, quoi. À l'écran, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, bah, il faut réitérer des questions, etc. Et là, vous allez voir que la présentation la présentation de l'outil donne quelque chose d'assez différent. Donc, je me suis amusé à poser une question dont je connais un peu la réponse, mais qui est combien y a-t-il d'experts comptables inscrits à l'ordre en France? Et donc, Perplexity, voilà comment il va répondre. Donc là, j'ai fait une copie d'écran hein, pour ne pas perdre de temps ici. Donc, vous voyez, il y a un volet gauche un peu comme ChatGPT, donc qui permet de gérer un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Il y a ma question qui était en haut, donc qui avait été tapée dans un prompt, comme le prompt qu'on voit en bas de l'écran, là, du coup, parce que là, c'est la réponse que je vous ai mis en copie d'écran. Vous avez des sources tout de suite qui sont affichées même avant même la réponse elle-même. Donc vous avez quatre sources, même cinq sources, puisqu'il y en a deux dans le petit pavé de droite. Donc les chiffres de l'expertise comptable, la profession comptable en chiffres, OEC, la profession comptable en chiffres, etc., plus deux. Voilà. Il vous donne quand même une réponse, d'accord, avec des petits points de référence, vous voyez, par rapport à 2015, donc il y a un petit 1, si vous cliquez dessus, là aussi vous allez aller quelque part. En dessous, il vous propose, c'est un peu comme un chatbot, des questions que vous pourriez lui poser. Comment devenir expert comptable? Quelles sont les missions d'expert comptable? Quelle est la différence, etc. Bon, voilà, c'est proposé, ça pourrait être autre chose. Et vous voyez en haut à droite, on peut chercher des images, on peut chercher des vidéos, on peut générer des images, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plein de points de vue, il y a une réponse textuelle, il y a des boutons, une sorte de pavés qui permettent d'aller chercher de l'info sur des sites web qui sont proposés. Il y a des petits points de référence dans le texte de la réponse qui permettent d'aller plus loin.
Il y a donc des sous-questions par rapport à votre question principale qui vous permettent de peut-être d'être créatif dans votre recherche d'informations. Et vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat d'en bas, là, Ask Follow-up, et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez. Et je pense qu'en plus, on peut activer des choses, parce qu'on voit le mot copilote. Alors, je ne sais pas si c'est le moteur copilote qui est dessous ou pas, mais en tout cas, cet outil-là est vraiment très intéressant et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense dans l'écran suivant. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est Perplexity AI, donc .ai, hein, traduit à la française. Et donc, cet outil-là, je pense que c'est un moteur de recherche qui démode assez sérieusement Google. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des pages et des pages de liens dans lesquels on va un petit peu, et puis au bout de deux, trois pages, on arrête d'y aller parce qu'on n'a plus le temps, on est fatigué, ben là, il vous donne plein de points de vue, du texte, des boutons qui permettent d'aller à des sources, des boutons qui permettent de creuser un sujet, un chat à nouveau, des boutons qui permettent d'aller faire d'autres actions à droite en haut. C'est quand même assez sympa, cette interface. Et en plus, c'est gratuit, donc ça vaut un peu le coup. À mon sens, c'est plus intéressant qu'un ChatGPT 3.5. Voilà, parce qu'en plus, il a une technologie qui a plus de capacité. Moi, je pense que c'est à pratiquer d'urgence. D'ailleurs, moi, je me le suis installé parce que je le trouve assez sympa. Et au lieu d'aller de temps en temps, parce que des fois, quand j'allais dans ChatGPT, que je n'avais pas forcément la réponse, je retournais sur Google, ben là, je pense que je vais partir de ChatGPT pour aller sur Perplexity. Et je vais peut-être m'habituer à avoir un cheminement intellectuel qui sera peut-être un peu plus riche qu'avec Google. Alors, on ne peut pas les ignorer quand même. Google Gemini 1.5. Un Gemini 1.5, c'est un outil bon, qui semble montrer, je dis bien qui semble, je vais m'expliquer après, qui semble montrer que Google rattrape son retard, Google a eu quand même pas mal de retard au niveau de l'intelligence de l'IA générative. Hein. Donc, ils ont commencé avec Bard, et puis après, différentes versions de Gemini, donc c'est le nouveau nom de Bard. Et aujourd'hui, on est à un Gemini 1.5. Bon. Les améliorations qui sont alors affichées dans les versions avant la version 1.5, il y a Ultra, il y a Pro, enfin il y a différentes versions, sont quand même assez intéressantes déjà. La version 5, elle va aller beaucoup plus loin. Euh, Là, on va se retrouver à pouvoir traiter jusqu'à, je crois, 1 million de tokens et peut-être même jusqu'à 10 millions de tokens. D'accord? Donc, ils disent, voilà, la quantité d'informations que ça représente, c'est 1 heure de vidéo, c'est 11 heures d'audio, c'est des bases de données colossales de plus de 30 000 lignes de code, par exemple, ou c'est plus de 700 000 mots. Et donc, c'est ça qui fait à peu près 1 million de tokens, puisque je vous l'ai dit, un mot, c'est un peu plus d'un token en réalité. Alors, il y a une fenêtre contextuelle qui est plus grande, qui peut capter plus d'informations, hein, et qui rend a priori des choses qui sont plus pertinentes, puisque c'est un appui sur beaucoup plus de data qui sont proposées. Voilà, quand on compare avec les autres outils du marché, GPT-4 Turbo, donc qui est quand même la version d'aujourd'hui, on est à 128 000 tokens, jetons. Claude 2, qui était très bon sur l'IA générative et notamment textuelle, était presque au double de ChatGPT, donc à 200 000. Mais là, je dirais, ce Gemini 1.5, c'est 1 million. 1 million de tokens. Et ils disent avoir testé avec succès jusqu'à 10 millions de tokens en labo, et je sais pas. On va voir ce que ça va donner. C'est pas encore dispo, hein, c'est réservé, comme je l'ai marqué, aux développeurs, aux entreprises qui ont certains outils un peu perfectionnés de Google en IA, et à des gens qui sont testeurs, développeurs, etc. Donc ça, bon. Donc, si je dois conclure là-dessus, mon avis, je pense que Google, ils ont fait beaucoup de fake en 2023, puisqu'ils étaient tellement à la ramasse. Ils ont essayé de cacher la misère. Bon, donc c'est pas forcément très bien de faire ça parce que les gens, ils s'en souviennent quand même. Je pense qu'aujourd'hui, là encore aujourd'hui, ils font des annonces successives toutes les semaines, tous les jeudis, ils vous sortent une annonce. Majeure ou pas majeure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des annonces et pas forcément des choses qui sont livrées. Ce sont des annonces.
Sincèrement, même moi qui fais beaucoup de veille, je m'y perds un peu entre les versions, entre Bard, qui était l'outil dont on parlait en 2023, et les différentes versions de Gemini Pro, Ultra, 1.0, 1.7, j'ai oublié la 1.0, 1.5, etc. Bon, on a un peu de mal à suivre, et sincèrement, à un moment donné, quand on a un peu de mal à suivre, à la fin, on n'essaye plus de suivre du tout. Moi, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup les doigts là-dedans. Ben, j'ai un peu regardé Bard à une époque. J'ai Mini Pro, j'ai pas mis vraiment les doigts. Mais voilà. Bon, sauf que la puissance qui est annoncée, si elle sort et si elle est validée, c'est quand même assez impressionnant. Et ça permettra de faire des choses sur des très gros volumes de data. Je vous dis, probablement avec de la vidéo, de l'audio, des choses comme ça, qui sont très lourds en poids et qui permettent d'être traités par des outils comme ça. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous arrivez avec un MP4 qui est la durée d'un film d'une heure et demie, et que vous le balancez dans ChatGPT, il va pas aimer du tout, quoi. Il va pas aimer du tout. Et les exemples qu'ils ont montrés, par exemple, dans les vidéos, c'est que, par exemple, on pouvait mettre un film donc d'une heure ou une heure et demie dans le truc et lui demander de repérer à quel moment tel acteur a dit ça, etc. Quelle est la phrase exacte, machin. Bon, c'est un peu anecdotique, hein, parce que l'usage dans un cabinet serait peut-être pas très intéressant. Quoique, moi je vois qu'on enregistre de plus en plus les visios qu'on fait. Hein. Je vous ai parlé d'outils qui s'appellent Lixi ou Fireflies. On peut enregistrer des vidéos dans le cabinet et on peut après éventuellement les analyser, les résumer, en faire des points clés, des points de travail à suivre, mais pourquoi pas aller chercher dans la vidéo un passage dont on veut se remémorer absolument, et l'IA peut vous balayer ça à la vitesse de l'éclair, donc ça peut être intéressant aussi si vous êtes beaucoup dans des visioconférences, par exemple, et que vous les enregistrez. Voilà, donc pour l'instant réservé aux professionnels et aux testeurs, on n'a pas de notion de prix, on ne sait rien. Bon, sur les outils ex-Bard, Gemini, etc., on était dans les prix tarifs un peu standards, 20-25 euros aussi. Mais bon, je vous dis, comme on a un peu de mal à analyser ces outils parce que les annonces se succèdent un peu trop vite, on n'a même pas le temps de s'installer dedans ou de voilà, pouvoir les apprécier. Donc, ben bon, je ne sais pas si cette façon de saturer un peu l'espace avec des annonces est une super stratégie de la part de Google. Alors, je voulais vous parler d'une pépite, là, vraiment une pépite assez extraordinaire qui s'appelle Grok. Donc, Grok, je ne sais pas si vous voyez le chiffre qui est en haut à droite, là, ça nous dit un truc. C'est que quand on pose une question à Grok, il fonctionne à une vitesse qui est hors norme par rapport à la vitesse des autres IA du marché. Il affiche une vitesse de plus de 500 tokens à la seconde en termes d'affichage. Donc ça veut dire que les temps de réponse sont assez foudroyants. Je vais vous faire une mini démo dans un instant. Et donc c'est assez impressionnant. Si on veut un outil super efficace, rapide et tout ça, encore une fois plutôt sur des aspects d'IA textuelle, c'est un truc qui est un truc de malade, quoi. Donc, cette société a été fondée en 2016, donc c'est pas complètement neuf, hein, par des gens, d'ailleurs, je pense ils ont été, je ne sais pas si c'était chez Google ou chez d'autres gros, je l'ai peut-être dans mon explication après en dessous. Et en fait, ils avaient développé des puces électroniques pour créer des modèles très sophistiqués, support de l'intelligence artificielle, on appelle des inférences de modèles, on ne me demandait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, et leur ambition, c'est éventuellement de court-circuiter des gens comme Nvidia, qui sont les leaders mondiaux des puces électroniques et fournisseurs de tous les grandes sociétés d'intelligence artificielle. Il y a Grok, les gens éditeurs de Grok qui développent ça depuis quelques années. Il y a Nvidia évidemment qui est leader mondial, mais je pense qu'Amazon, je pense que Microsoft, je pense que Google, enfin tout le monde est en train de foncer dans cette course à la création de puces, parce que les puces, je ne sais pas si elles n'étaient pas développées à Taïwan, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si c'est entre Taïwan et les États-Unis, mais en tout cas, ça ne leur laissait pas forcément l'indépendance et peut-être même la puissance qu'ils souhaitaient. Donc, ils sont en train enfin, le marché est en train de faire la course aux puces, parce que derrière les puces, il y a des capacités de traitement de data qui sont absolument gigantesques, et en tout cas ultra rapides, et ça permet évidemment de faire progresser encore plus vite les IA, parce que les data, on en a.
data, c'est assez monstrueux. Voilà, donc NVIDIA, c'est quasi monopole des puces GPU. Et donc, voilà, toutes les grandes éditrices d'IA générative, hein, comme Google, Microsoft, investissent très très lourd pour fabriquer leurs propres puces et plus dépendre de NVIDIA éventuellement. Voilà, donc ça, alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez impressionnant. Voilà, c'est ça, Jonathan Ross, le patron de Grok. Il était chez Google déjà, donc il était quand même dans le coup, et c'est un petit monde qui se reconfigure, tout comme il y a des gens d'OpenAI qui sont partis aussi récemment, hein. Voilà, ça bouge et ça crée du nouveau un peu partout. Si on regarde les vitesses de traitement de la donnée et donc d'affichage, de restitution des réponses, ce qu'on voit, c'est que Mistral est plutôt bien placé, avec une centaine de tokens à la seconde. Gemini Pro, alors Gemini Pro, c'est pas le 1.5 hein, qui sera beaucoup plus rapide, et est en deuxième. GPT 3.5 version turbo est à 80, Llama 2 est à 70, on va dire, j'arrondis, Claude à 30, GPT-4 à 23, GPT-4 turbo, donc le dernier à 20 seulement, et il y a une version de Mistral qui est beaucoup moins puissante, qui est à moins de 20. Et nos amis de Grok, alors je ne sais même pas à l'échelle parce que je n'ai pas la place sur la diapo, c'est 500. 500. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit dans un emailing il y a 2 jours, Grok est 25 fois plus rapide que GPT-4 Turbo. 25 fois plus rapide et au moins 5 fois plus rapide que les plus rapides dont nos amis français de Mistral. Alors, je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est quand même assez impressionnant. Je vais changer d'écran un instant. Hop, je vais aller sur Grok et je vais vous réafficher mon écran. Voilà, on est sur Grok là ici. Tiens, je vais reprendre ma petite question là ici. Donc pour ceux qui côtoient GPT 4 ou 3, je pense que vous avez en tête comment s'affichent les choses, hein. Quand vous tapez une réponse, parfois il réfléchit un peu, et après il commence à afficher, et on voit les mots sur les lignes qui avancent comme ça, ligne à ligne et tout ça. Donc là, je vais copier mon prompt. Voilà. Et là, je vais afficher. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop. En fait, vous n'avez même pas vu l'affichage. Les lignes, c'est instantané. Donc si je lui dis, je sais pas, je vais essayer de faire un truc un peu plus lourd. Euh, indique moi en les numérotant les 100 qualités nécessaires pour être, allez, expert comptable. On va découvrir des choses, hein. Toc. Alors, je sais pas du tout, j'ai pas tenté hein, ça, je joue sans filet là. Ça y est, c'est fini. Hop. Alors, je ne manquerai pas de vous l'envoyer évidemment. Par contre, est-ce qu'il a coupé là? Bon, je sais pas si, alors je sais pas si j'ai dans la version gratuite que j'ai, est-ce que j'ai des limites? C'est pas impossible. En tout cas, vous voyez, l'affichage, c'est complètement canon. Alors, il faut savoir qu'ici, vous pouvez changer de modèle. Il y a ma 2, il y a Mistral, le Mistral qui était à 100 tout à l'heure. Vous pouvez faire des choix ici. En fait, il s'appuie sur le moteur, mais en mettant ses propres puces. Et donc, il multiplie par 5 la vitesse, ou par 25 si on se fie à la vitesse de ChatGPT 4 Turbo. Donc, cet outil est absolument canon. Donc, si vous êtes un impatient pour avoir les réponses et si c'est toujours trop long pour vous, allez sur Grok, hein, c'est grok.com.
c'est une tuerie, c'est gratuit. Alors moi, je l'ai en version gratuite, hein. Je n'ai pas payé. D'ailleurs, j'ai même pas trouvé ou j'ai pas cherché à vrai dire si je peux avoir une version payante qui serait plus puissante et d'ailleurs qui me couperait peut-être pas, voilà, mon truc qui irait peut-être jusqu'à 100. Mais en tout cas, la vitesse de fonctionnement est complètement hallucinante et c'est vrai que quand on est pressé, qu'on met des gros volumes et tout ça, ça peut être. Donc, vous voyez, à chaque fois, il nous met ici le nombre de tokens par seconde qui s'affiche dans le truc. Voilà, donc ça, je voulais vous le montrer rapidement. Je vais revenir dans mon diaporama. Voilà, donc ça, je pense que c'est bon, vous voyez à nouveau mon écran. Voilà, donc ça, Grok, très intéressant au niveau de la vitesse. Enfin, c'est un canon complet, quoi. C'est une fusée. Alors, mon avis maintenant pour Grok, donc rapidité assez incroyable. C'est vrai que je ne l'avais pas vu du tout, ce Grok, et ils font très peu de communication, en fait. Donc, bon, je ne sais pas quelle est leur stratégie. Ils sont à contrario de Google qui fait une publicité effrénée. Eux, par contre, il faut vraiment les découvrir, mais c'est une pépite, à mon avis. Donc, idéal pour traiter des grandes quantités de texte, surtout quand on compte les questions et les réponses, hein. Limité, il me semble, à cette fonction pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de richesse à l'écran pour faire des choses variées, des images, des robots, tout un tas de choses, du code, de l'analyse de data. On n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est surtout la partie texte pour l'instant. Mais si demain ils complètent, ils mettent des fonctionnalités nouvelles, vraiment, vraiment à surveiller. Et donc, il est gratuit. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va passer, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, à Copilot de Microsoft, hein. Donc Copilot Pro, hein, il y a une version Copilot avant celle-là. Donc quand vous rentrez, donc c'est livré en payant un abonnement en appui de votre gamme 365, donc Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, hein. Et donc, vous avez un système avec un choix de style de conversation. Donc, il y a une conversation créative qui va être peut-être plus lente, mais qui va aller chercher plus d'informations différentes. Il y a une conversation qui est beaucoup plus précise, donc qui va vous donner moins d'infos, mais des informations beaucoup plus précises. Et il y a une version un peu balance, donc c'est équilibré, on va dire, qui est un peu entre les deux. Donc évidemment, il y aura des différences de vitesse et de qualité de la restitution de l'information. Ça, c'est des choix que vous faites vous-même. Ce lancement, donc, ça devrait rentrer dans les cabinets qui sont, à mon avis, assez majoritairement Microsoft, notamment dans les outils bureautiques et puis les outils voilà, de messagerie, etc., d'agenda. Euh, Effectivement, bon, on connaît plus ChatGPT et Gemini pour l'instant, ou Bard avant, mais ça commence à rentrer, hein. Là, le fait de dire mon outil d'IA est au milieu d'une suite d'autres outils, c'est assez intéressant intellectuellement, parce qu'on se dit, bon, ok, donc l'IA va permettre de travailler dans les 5 outils que j'ai cités tout à l'heure, et peut-être d'aller chercher des données dans les différents outils pour faire des réponses intelligentes. Moi, j'avais lu il y a quelques temps que l'ambition de Copilot, c'était d'être capable d'aller chercher des datas à différents endroits et donc de pouvoir, par exemple, faire une réponse à un email par rapport à des datas qui pourraient être dans des fichiers Excel, des fichiers Word, Outlook, etc., hein. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant comme concept et bon, à voir si ça marche bien maintenant. Alors juste, j'ai vu qu'il y avait une petite question de Maureen au passage. Est-ce que les informations données et les réponses de Grok sont fiables et sourcées? Euh, il faudrait faire des essais. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé moi personnellement pour pouvoir le dire. Je répondrai peut-être la prochaine fois à la question, mais il n'y a pas de raison que ce soit médiocre au niveau de la qualité, euh, parce que de toute façon, dessous, il y a un peu les mêmes modèles d'IA générative. C'est surtout que comme ils ont un avantage concurrentiel énorme au niveau des puces qui rendent leur outil beaucoup plus rapide en affichage, euh, voilà, ils ont un avantage sur la vitesse. Après, sur le contenu, je pense qu'il sera bon aussi, hein, mais
il faudra que je le teste moi-même vraiment pour être capable de répondre. Alors, je reviens à Copilote. Donc, alors, tous les tests que j'ai vus là, très récemment, là, de ce mois de janvier-février, disent c'est vrai que l'activation du service est un peu décevante. Euh, on est souvent renvoyé quand on a des problèmes sur l'agent conversationnel en ligne, bon, une sorte de bot, donc un peu automatique. Euh, bon, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de didacticiel non plus pour guider l'utilisateur, donc les gens ils y vont un peu par tâtonnement, d'après ce que j'ai lu. Il y a un accès à DALI 3, bon ça c'est pas mal. Après, l'intégration dans cette suite collaborative, semble-t-il, est pas canon, est un peu décevante. Et si l'outil est intéressant et une belle coquille dans PowerPoint pour la génération de diaporamas et dans Outlook, ça semble être les deux modules dans lesquels Copilot est la plus performante. Par contre, tout le monde a l'air de dire que dans Word, dans Excel et dans OneNote, c'est franchement pas terrible aujourd'hui. Ça apporte pas grand-chose. Voilà. Il y a un truc qui existe, on s'en sert, ça fait des choses, mais c'est pas top. C'est en tout cas beaucoup moins bien que des outils qui font une chose très très bien. Voilà. Donc Word Excel, c'est un peu ennuyeux parce que ça fait quand même partie des deux outils avec Outlook qui sont les plus utilisés dans les cabinets. Et donc voilà, si c'est un peu gadget, c'est pas terrible pour l'instant. En tout cas, si ça fait moins bien que les outils soient gratuits, soit payants, mais eux qui font 10 fois plus de choses, à un moment donné, c'est pas forcément un choix canon. Alors là aussi, je peux pas en parler en tant qu'utilisateur à titre personnel, mais je vous dis, tous les tests que j'ai vus étaient plutôt assez critiques, hein. Voilà, donc tous les tests de tous les gens qui ont fait voilà, qui ont fait des benchmarks et tout ça ont pas été conquis quoi par le truc. Alors, euh, si voilà, mon avis, donc pour l'instant, mais en l'espèce, c'est pas mon propre essai, mais c'est l'essai de pas mal de magazines informatiques qui sont quand même plutôt pas mauvais pour faire ce genre de test. Donc pas concluant pour l'instant. Il semble qu'il fonctionne mieux en anglais qu'en français. Bon, bon, pourquoi pas, mais après, voilà. Euh, et bon, c'est coûteux parce que c'est une surcouche de 22 euros par mois et par utilisateur. Et donc, bah, voilà, on se dit, si on doit payer ça pour tous les gens qui ont Word, Excel, Outlook et le reste, ça peut faire cher aussi, surtout si l'outil n'est pas terrible, quoi. Donc, voilà, c'est peut-être, comme je dis, urgent d'attendre. Peut-être qu'il y aura une version très convaincante dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an, j'en sais rien. Mais pour l'instant, il ne semble pas ils aient fait une révolution et que côté interhistoire qui est de dire je vous mets l'IA au milieu de vos 5 ou 6 outils et tout ça, ça va se marier bien mieux, ça va être très créatif, ça va être très productif et tout ça. Pour l'instant, voilà, les avis ne sont pas du tout de cet ordre-là, quoi. Alors, je vous ai annoncé la semaine dernière euh, l'arrivée donc d'une année 2024 très orientée vers la vidéo et les agents d'intelligence artificielle, mais là, je voulais vous parler de la vidéo surtout, et notamment d'un outil qui a vraiment défrayé la chronique ces derniers jours, puisque c'est vraiment très récent. Ça a 8-10 jours peut-être l'annonce. Cet outil, semble-t-il, derrière un prompt textuel, et pas un prompt de 25 000 lignes, hein, est capable de fabriquer un film. Alors, ne me demandez pas comment ça marche exactement, là non plus, mais c'est capable de fabriquer un film extrêmement réaliste. Enfin, vous allez voir, je vais vous en faire défiler un rapidement là, dans un instant. Euh, et c'est quand même impressionnant, quoi. Donc, je pense que derrière, il faut qu'il y ait une imagination monstrueuse de l'outil, enfin, une imagination, en tout cas, une mécanique monstrueuse de l'outil qui va inventer la vie derrière votre phrase, bon, qui va interpréter à sa façon et qui va faire on ne sait pas quoi. Je ne sais pas si on peut guider ça avec des prompts là aussi plus ou moins sophistiqués, plus ou moins encadrés, avec une méthode. On n'est pas au stade où on peut tester l'outil puisqu'il n'est pas encore non plus, c'est un peu comme Gemini 1.5, il n'est pas encore sorti commercialement, donc on ne sait pas son prix, on ne sait pas s'il fonctionne exactement aussi bien que ce qui est annoncé, mais en tout cas, on a déjà vu dans la nature, je ne sais pas combien, 5 ou 10 films, donc 5 ou 10 petites vidéos de 60 secondes qui sont déjà sorties, et je vais vous en montrer une. Vous allez voir la qualité quand même, si c'est vraiment ça,
c'est quand même impressionnant. Donc, à nouveau, j'arrête mon partage. Je vais aller sur un écran. Hop. Alors, j'ai cette bête-là. Bon, alors ça c'est un peu compliqué quand ça ne veut pas faire ce qu'on veut. Ah, il ne met pas à l'écran, la bête. Non, ben, je vais être incapable de vous l'afficher. Je vais être incapable de vous l'afficher parce qu'il n'est pas proposé dans mes fenêtres. Désolé. Je vous mettrai dans le diaporama un lien vers différentes vidéos. Vous allez voir, enfin, c'est complètement fascinant quand même comme qualité de vidéo. Désolé, je voulais vous montrer ça, mais je n'ai pas réussi à le mettre en haut comme je voulais. Donc, je ne vais pas vous faire ma petite vidéo d'une minute. Mais franchement, on voit des personnages se déplacer dans des villes. On voit, je ne sais plus si on voit des animaux, on voit différentes choses. Et la qualité, quand on voit la différence de qualité entre des choses qu'on avait, on va dire, à la mi-2023, par exemple, et même fin 2023, et ce qu'on voit dans ce film-là, on croit vraiment, si on ne fait pas attention, on croit vraiment que c'est une vraie vidéo, quoi. Avec des personnages, des trucs qui bougent, des lumières. Bah, comme vous voyez la photo qui est là, on a vraiment l'impression qu'on est en pleine ville, dans une ville, je sais pas, à Tokyo ou des choses comme ça, ici. C'est fascinant de réalisme, quoi. Alors qu'à une époque, on avait des gens, quand ils bougeaient, ils avaient 18 doigts, ils avaient le nez qui partait dans un coin, ils avaient des anomalies génétiques graves. Et là, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Donc, si c'est vraiment comme ça et que c'est livré, c'est absolument énorme comme truc. Et je pense que derrière ça, on peut aussi, tiens, je vais faire une vidéo, un expert comptable sort de son cabinet et va à la rencontre des chefs d'entreprise. Hop, voilà, prompt. Et il va vous sortir une minute de vidéo sur le thème. Voilà, vous envoyez ça sur LinkedIn, sur votre site web, sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux grand public. Et vous allez étonner tout le monde, quoi. À un moment donné, c'est vrai que c'est un truc assez fou. Donc Sora, voilà, là c'est une autre image où on voit c'est une autre vidéo, celle-là. Donc je vous dis, je vous ferai passer les liens. Donc ça, c'est vrai que c'est fascinant. Bon, c'est aussi fascinant qu'inquiétant, puisque effectivement, c'est là aussi où on sait plus ce qui est la réalité du fake, ou en tout cas d'une image artificielle, hein. Mais c'est vrai que les vidéos, elles sont clairement superbes, elles sont très riches effectivement au niveau des détails. La qualité, elle est parfaite. Et là, on se dit que si c'est ça, ou, ou encore mieux dans les années qui viennent, c'est là où on va se demander si les vidéos qu'on regarde sur Internet sont vraies ou sont fausses. On ne pourra pas voir la différence. Et je pense qu'on aura effectivement des outils qui seront capables, et ce sera la course du gendarme et du voleur, qui seront capables de vous donner des détecteurs on va dire, de vidéos, de fausses vidéos, tout comme il y a quelques mois, on parlait encore de détecteurs de textes générés uniquement par l'IA, hein, puisque il y a quelques mois en arrière, avec les IA génératives, évidemment, tous les gens qui faisaient du gros marketing sur Internet, donc dans LinkedIn, dans d'autres réseaux sociaux et tout ça, se sont dit, on va inonder la place de nos écrits, de nos articles, de nos posts, de nos tweets et tout ça. Et à un moment donné, bon, ça pouvait poser des problèmes aussi, et aussi poser peut-être des problèmes de qualité du contenu. Et donc, à un moment donné, il a commencé à sortir des outils pour détecter, pour détecter des textes écrits purement avec une IA. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas des gens qui bombardent le net avec bon, des effets quand même assez négatifs là-dessus.
mais on aura la même chose sur les vidéos, c'est clair et net, hein. Voilà. Donc, effectivement, il y a des risques, hein, et ça revient assez souvent dans les conversations et dans les idées de nos chers et tendres gouvernants et autres qui veulent à tout prix réglementer tout ce qui se passe. Mais bon, il y aura peut-être des raisons un peu éthiques quand même là. Mais voilà, c'est quand même assez dingue ce qui est en train d'arriver ici. Voilà. Donc là, ici, si je dois me prononcer, ben, je dirais, hop, si ça veut revenir, voilà. Bon, un buzz incroyable, hein, en l'espace de 10 jours, même pas 15 jours, ils ont eu des centaines de millions de vues. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas dépassé le milliard. Euh, et dans les réseaux sociaux, on l'a vu partout, quoi. Ça a été rerouté partout. Bon, on attend juste quand même de s'assurer que l'outil va vraiment exister en l'état et voir un peu le prix, voir les conditions du truc et savoir si c'est vraiment la qualité que machin. Année de la vidéo 2024, c'est sûr, ça justifie son titre. Euh, Après, on peut aussi se poser des questions un peu écologiques. Quand on voit les consommations énergétiques des fermes de serveurs qui alimentent déjà Internet depuis longtemps et qui vont de plus en plus alimenter l'IA avec des consommations stupéfiantes à tous les niveaux. Alors, il y a des progrès technologiques qui vont arriver aussi, qui vont peut-être être capables de fabriquer l'énergie universelle pas chère. Ça viendra sûrement un jour, hein. Je pense que les capacités intellectuelles humaines sont monstrueuses et puis boostées à l'IA sûrement encore plus. Mais en l'état actuel, pour l'instant, on se dit que si tout le monde s'amuse à jouer, à faire des films d'une minute tous les jours et plusieurs films et à se les envoyer par différents moyens, et donc ça va multiplier la consommation énergétique et tout ça, ça pourrait être carrément monstrueux, quoi, parce que la vidéo, ce sont des poids, hein, vous le savez, un fichier vidéo, ça peut être des centaines de mégas, voire des gigaoctets. Et si vous avez un film, alors carrément, vous faites un film d'une heure, ça va être des dizaines de gigaoctets probablement, quoi. Donc, très, très dépensier en termes de consommation, de place disque, de tout ce que vous voulez. Voilà, je vais en terminer là aujourd'hui. Je vous rappelle simplement, parce que je voulais faire court aujourd'hui, parce que je vois que vous êtes un peu moins disponible. Bon, c'est les vacances aussi, mais vous êtes un peu moins disponible sur le truc. Donc, on va faire peut-être des séquences une heure et quart. Là, je ne sais pas combien, je sais pas quelle heure il est. On a fait une heure et quart. Je vous rappelle que dans le Pack Tools, vous aurez tout ça, hein. Euh, il y a énormément de contenu, de plus en plus. Donc, il y a la version gratuite, free, mais il y a la version Tools qui va commencer à se remplir. On a plusieurs choses qui vont arriver. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je devrais pouvoir la semaine prochaine, j'espère, je mets le paquet pour y arriver. On a lancé la version bêta test de Pilot Guard. On a souhaité faire passer une version bêta test, je dirais, monter sur les installations des experts comptables, que ce soit des PC, des serveurs, etc. On a souhaité, pour des raisons pratiques, techniques et tout ça, plutôt passer en version SaaS, parce que ça serait beaucoup plus facile à déployer, à entretenir, à maintenir, etc. Donc, on a pris quelques jours de retard, mais rassurez-vous, pas beaucoup. Et là, on est sur des gros tests actuellement sur des formats de FEC issus de tous les éditeurs du marché. D'ailleurs, je suis assez intéressé si vous pouvez m'envoyer quelques FEC que je garderai de façon très très confidentiellement en interne avec beaucoup de protection. D'ailleurs, j'envoie aujourd'hui aux gens qui me proposent très gentiment de me passer quelques FEC une adresse mail cryptée, hein, qui est ProtonMail, donc c'est une boîte suisse. En tout cas, on va être en mesure de vous présenter une version bêta test sous quelques jours qui sera sur une plateforme SaaS. Et cette plateforme SaaS sera le squelette, on va dire, dans lequel viendront se plugger tous les outils, dont PilotGuard, mais également des outils, des workflows d'organisation, mais également des outils de scrapping de data, notamment des data de collecte de pièces ou d'informations sur des sites web administratifs ou autres, hein, parce que c'est ce qui fait ramer un peu vos collaborateurs quand ils attendent les informations de leurs clients.
je suis très bien placé pour en parler puisque j'accompagne des dizaines de collabs chaque année. Et là, je vois bien qu'à chaque fois, ils attendent toujours un document, une pièce, un truc, un machin. Et s'ils pouvaient court-circuiter le client au maximum, ça serait une bonne chose, à condition, encore une fois, que ce soit pratique, euh, que ce soit un gain de temps, que ce soit productif, et donc que ça se fasse par les voies les plus automatiques possibles. Donc la captation de tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est CFE, tout ce qui est impôts de toutes sortes, etc., etc., etc. On va vous amener aussi des outils dans le Pack Tools. Donc l'idée, c'est que une interface générale va permettre de récupérer des données cabinet, des données RH, donc sur vos collaborateurs, et évidemment les experts comptables, des données sur les clients, à géométrie un peu variable en fonction de ce dont on a besoin. Donc là, aujourd'hui, on récupère des FEC qui viennent alimenter Pilot Guard, qui va sortir le tableau de bord Power BI, le rapport commenté et la vidéo avec avatar de l'expert comptable ou un autre avatar, mais viendront se plugger dans cette interface tous les modules qu'on va créer, et on en a déjà une quinzaine ou une vingtaine en tête, je dirais, vous proposer dès fin juillet, voire à l'horizon du congrès de Marseille, beaucoup d'outils utilitaires et pour faire de la productivité et pour produire de la valeur ajoutée pour vos clients, de façon à ce que vous puissiez passer à la phase stratégique. Je libère du temps, j'ai besoin éventuellement de moins de bras pour faire le boulot que je fais actuellement. Je libère ce temps au profit de valeur pour le client. Et donc, je suis en train de faire basculer mon cabinet d'une période où j'ai été sous l'eau chaque année pendant 6 mois, etc. Et je surnageais sur la fin de l'année pour être toujours un peu prêt pour le coup d'après. Bon, ça, je pense qu'il va falloir sortir de ce schéma-là parce qu'il est complètement mortel à terme pour les cabinets. Puis on voit bien que, en plus, c'est un schéma qui est compliqué parce que les marges diminuent, parce que les bras diminuent, enfin la disponibilité de collaborateurs diminue. Alors oui, Fred, j'ai mon pull, il ne fait pas 30 degrés comme toi à La Réunion, donc on a un peu plus froid que toi. Euh, voilà, donc on va faire en sorte que vous ayez quand même quelque chose de costaud. On y travaille d'arrache-pied, je peux vous garantir que là, on travaille comme des malades pour vous sortir le premier outil dans Pilot Guard, mais surtout les mettre en bêta chez vous. Donc, les premiers clients, puisqu'on a déjà testé plusieurs éditeurs au niveau des FEC, parce que les FEC sont standards en théorie, mais en réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Et donc, quand on aura fait la revue aussi de la totalité des FEC de tous les éditeurs de la place, bon, il y en a une dizaine, hein, donc ça va aller assez vite, mais surtout que cette plateforme SaaS sera complètement disponible, on va se mettre sérieusement sur le déploiement de Pilot Guard, et vous allez voir que vous aurez un bel outil. Je peux vous dire que pour Pilot Guard, vous serez capable là on est assez fiers de ce qu'on va faire, au-delà de ce que fait le produit, pour vous en termes d'utilisateur, vous allez être capable d'avoir face à vous tout le fichier de vos clients avec tous les choix que vous voulez leur adresser. Donc, est-ce qu'il y a un tableau de bord pour lui? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a une vidéo, etc. ou pas? Quel est le modèle, la version de tableau de bord que vous voulez par rapport, je dirais, au niveau du client? Est-ce que c'est un rapport qui tutoie le client ou qui vous voit le client? Enfin bon, on a encore plein d'idées là-dessus, et donc vous allez pouvoir définir une stratégie complète sur l'ensemble de votre portefeuille client pour mécaniser automatiquement avec simplement l'injection du FEC à un certain endroit. Et ça, le FEC, on pourra éventuellement le détecter, voire même en amont aller le chercher. Et ça permettra de vous donner un outil super productif pour vraiment, je dirais, équiper tous vos clients avec des choses assez chouettes. Et là, bon, tableau de bord comptable, évidemment, c'est le premier morceau qu'on va sortir. Demain, ça pourrait être un tableau de bord social. Après-demain, un tableau de bord, je sais pas quoi, gestion de patrimoine, ce que vous voulez. En tout cas, on vous consultera beaucoup pour savoir quels sont les outils que vous voulez qu'on développe, et surtout pour déployer de la valeur auprès de vos clients. On va faire en sorte de vous demander de vous faire participer. On a aussi envisagé, dès que la phase bêta-test va vraiment être complètement opérationnelle, de créer des webinaires, je dirais, privés, uniquement pour les abonnés du Pack Tools, qui vont pouvoir travailler avec nous pour donner des idées d'amélioration, pour donner toutes sortes de choses. Voilà, tout ça, ça se met en route, hein. Comptez sur nous pour le faire au plus vite et au mieux.
moi, je veux à tout prix que Pilot Guard démarre sa carrière là, au mois de mars minimum, parce que mars, avril, mai, c'est comme là où vous allez restituer le plus de bilan à vos clients. Et je dirais même ceux que vous avez déjà fait passer peut-être en janvier, février, bah, peut-être que vous pouvez quand même leur envoyer le truc parce qu'ils auront peut-être jamais vu un service aussi sympathique et aussi complet. Donc, on veut vraiment que ça démarre très très vite maintenant. Et là, on est à quelques jours de ce démarrage-là. Voilà. La prochaine fois, donc, j'espère pouvoir vous montrer cette interface. On va travailler aussi sur le mix des outils et je vais essayer de compléter le tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec des choses encore plus opérationnelles parce que je vous dis, il faut que les choses soient très concrètes dans votre tête sur les usages, que vous puissiez dire, voilà, j'ai besoin plutôt de ça ou voilà, mais comment je m'y prends, quelle est la stratégie, qui est-ce que je dois former, où est-ce que je peux me former. Voilà, il faut que vous ayez des réponses à toutes ces questions-là. Et là, vraiment, on y travaille très fort aussi. Je vous dis, j'ai plusieurs accompagnements déjà avec des cabinets qui m'ont mandaté pour les amener à travailler et à rentrer faire rentrer plutôt l'intelligence artificielle au sein de leur cabinet pour avoir de meilleures performances, une meilleure valeur ajoutée pour les clients. Donc tout ça, ça va vraiment rentrer très fortement dans les jours et les semaines qui viennent. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Profitez du petit bouton Q et R qui est en bas de votre écran pour me poser ces questions. J'y réponds volontiers tout de suite, au-delà de la chaleur de mon pull à col roulé. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces différentes choses? Je vous le redis, donc n'hésitez pas à me contacter par email pour qu'on puisse organiser quelque chose au niveau de la récupération de fake pour enclencher beaucoup plus de tests sur tous les fakes du marché, de tous les éditeurs du marché, hein. Comme ça, on sera prêt beaucoup plus tôt avec la version et ça va fonctionner parfaitement chez tout le monde. Donc, on a déjà commencé, hein, je vous rassure, mais euh, il se peut que chez un éditeur, il y ait plusieurs façons de sortir des fakes. Il se peut que, voilà, il y ait des choses qu'on découvre. Et donc, on va faire le maximum pour que vous puissiez avoir des choses qui soient fonctionnelles du premier coup. Question? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser retourner à vos travaux et vous souhaiter une très bonne semaine. Donc, vous dire rendez-vous le vendredi 1er mars prochain, même heure. J'allais dire même endroit, mais oui, en quelque sorte. Donc 12h30, hein, on essaiera de rentrer dans des choses de plus en plus concrètes et de plus en plus opérationnelles pour votre cabinet. Voilà, passez un bon week-end. J'ai peur qu'il ne soit pas très ensoleillé parce que alors nous, on a un temps pourri avec du vent, beaucoup de pluie, de la grêle. On a tout eu depuis ce matin. Donc, on a de la chance que l'Internet soit pas désactivé. Mais voilà, bon, en tout cas, un week-end de rugby pour les amateurs. Et puis pour les autres, ben, je sais pas, vous ferez du tricot, des mots croisés ou du sudoku. Et puis il y a la télé, il y a plein d'autres choses en famille, j'imagine, le cinéma. Donc je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine à suivre. Et puis on se revoit le vendredi 1er prochain. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.